Nous sommes vendredi et c'est l'heure des informations sur la télévision de la famille. Bonsoir dames et messieurs et bienvenue à cette session d'information. Tout le plaisir est pour moi de passer ces instants avec vous. Ouvrons ce journal avec le carnet d'audience du Premier ministre. En fin de matinée, Christophe Dabiré a reçu le directeur Afrique de l'Agence française de développement. Accompagné de l'ambassadeur de France au Burkina Faso, il est venu échanger avec le chef du gouvernement sur les projets de l'AFD en cours au Burkina Faso. La substance des échanges dans cette interview du directeur Afrique de l'AFD. Je viens de quitter son Excellence, Monsieur le Premier ministre, qui a bien voulu m'accorder cet entretien à l'occasion de ma visite à Ouagadougou. Visite qui marque mon premier déplacement sur le continent africain depuis ma prise de fonction en tant que directeur Afrique de l'AFD. Et au cours de cet entretien, le Premier ministre et moi avons pu aborder des sujets qui concernent la coopération entre l'Agence française de développement et le Burkina Faso. De façon très concrète, nous avons parlé des projets que nous mettons en œuvre dans le pays, qu'il s'agisse des projets dans le secteur de l'éducation, de l'énergie, du développement urbain, de l'agriculture. Ça a été l'occasion pour le Premier ministre de nous rappeler l'ensemble de ses priorités pour le gouvernement et de saluer le travail que nous conduisons ensemble. J'ai pu à cette occasion m'ouvrir auprès du Premier ministre de la visite de terrain que j'ai effectuée hier à Kaya, où nous conduisons des projets d'éducation et nous avons pu constater ensemble les résultats que nous obtenons de façon très concrète sur le terrain dans tous ces secteurs. Et nous avons affirmé ensemble notre volonté d'amplifier toutes ces activités. Nous avons pu relever avec satisfaction les actions qui sont conduites sur le terrain, vu les résultats très concrets qui sont enregistrés, notamment en termes de construction de salles de classe conduites sur place. Et nous, encore une fois, comme je l'indique, c'est avec beaucoup de satisfaction que nous enregistrons toutes ces réalisations. Et tout cela donne des résultats extrêmement encourageants que nous souhaitons amplifier ensemble. Ouagadougou abritera du 2 au 5 novembre prochain la 7e édition du Salon des banques et des PME de l'UEMOA. Les organisateurs ont tenu une conférence de presse ce jour en vue de présenter l'événement à l'opinion publique et faire les points des préparatifs. Transformation des économies africaines, contribution, impact des PME de l'UEMOA, c'est sous ce thème que se tiendra cette édition. Le point avec Moïse Kinda et Delphine Banissi. Faire de Ouagadougou la capitale des petites et moyennes entreprises de l'UEMOA du 2 au 5 novembre prochain, c'est le but de la 7e édition du Salon des banques et PME de l'espace monétaire ouest africain. Plusieurs activités sont prévues au cours de cette rencontre qui se tiendra dans les locaux de Canal Olympia Ouaga 2000. Le concept de ce salon a été spécialement étudié afin de concentrer en un même lieu des espaces thématiques qui permettront aux chefs d'entreprise de trouver des réponses opérationnelles aux questions de la gestion quotidienne de l'entreprise, notamment la fiscalité, la bonne gouvernance, la comptabilité, la communication, les ressources humaines, l'internationalisation et bien d'autres. Comme vous le savez, aujourd'hui, les PME ont besoin de créer des entreprises, de gérer des entreprises, développer ces entreprises et parfois transmettre ces entreprises aux plus jeunes. Et c'est pourquoi ce salon, dans son nouveau format, voudrait répondre à ces attentes. Bien plus qu'un salon, c'est une tribune dédiée aux artisans, aux micro, petites et moyennes entreprises
ainsi qu'aux startups de la zone UEMOA. Pour le comité scientifique, il s'agira d'un moment de partage d'expériences autour de plusieurs thématiques telles que l'économie verte, la gouvernance et les bonnes pratiques, la digitalisation des économies dans le domaine des PME. Le concept CAP PME sera aussi abordé. Il est intéressant que nos PME puissent se saisir des bonnes pratiques qui ont déjà existé ailleurs et qui ont fait leur preuve pour pouvoir s'améliorer et contribuer efficacement à la transformation des économies. N'oublions pas que justement l'idée du salon, c'est ça, c'est de pouvoir créer ce cadre d'échange entre les différentes structures, entre les différents PME, pour que chacun puisse bénéficier de l'expérience des uns et des autres. Déjà au niveau africain, on a un fort potentiel qu'on sous-exploite et qu'on laisse la possibilité aux autres d'exploiter à notre place. Pourquoi? Parce que ces pays-là ont justement donné la force à leurs PME pour aller à l'étranger. Et les PME ont ces forces-là. Pourquoi? Parce qu'elles sont aussi très organisées et très formées. Elles ont les informations qu'il faut, quand il faut, et elles exploitent ça pour justement conquérir de nouveaux marchés. Transformation des économies africaines, contribution et impact des PME de l'UEMOA, c'est sous ce thème que le Burkina Faso abrite cette 7e édition du Salon des banques et PME de l'UEMOA, où plus d'une quinzaine d'institutions de financement sont attendues. De façon tournante dans l'espace monétaire ouest africain, cette édition se veut celle du bilan selon le secrétaire permanent du dit salon. Une édition placée sous le patronat du ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, mais aussi de celui en charge des finances. 100 millions de francs CFA, c'est l'estimation du nouveau lieu de culte de l'église centrale de Pentecôte du Burkina Faso 6 à Tanguin dans l'arrondissement 4 de Ouagadougou. Le film de la dédicace nous est conté par Antoinette Bénon sous les images de Xavier Ouedraogo. Un nouveau temple en l'honneur du Seigneur, l'église centrale de Pentecôte, région de Tanguin, district de Tanguin, a fait la dédicace de son nouvel édifice en vue d'accueillir plus de fidèles. Construit avec un coût global d'environ 100 millions de francs CFA, ce temple a vu le jour grâce à la détermination des fidèles et les différents responsables, sans compter la contribution des personnes de bonne volonté. Avant la cérémonie à proprement dite, c'est un défilé du peuple de Dieu qui a planté le décor, suivi de la coupure du ruban par les autorités religieuses et les différents invités venus d'ici et d'ailleurs. Notre joie est image avec l'ensemble du peuple de Dieu et nous voulons exprimer simplement notre reconnaissance. Nous voulons dire merci au peuple de Dieu, aux églises sœurs qui ont voulu bien nous accompagner pour que nous rendons grâce à Dieu. Nous apprécions grandement l'engagement des fidèles pour la réalisation de ce bâtiment. Nous avons vu leur contribution. Rien que dimanche passé, nous avons appelé au peuple de Dieu de contribuer pour des sièges et nous avons ce dimanche-là mobilisé plus de 4 millions. Et en dehors de cela, il y avait déjà des contributions volontaires que le peuple de Dieu a consenti pour accompagner en tout cas la réalisation de ce temple. Donc nous bénissons le nom de l'Éternel pour la vie de tous les membres. Chacun à son niveau a donné tout ce qu'il pouvait pour que nous soyons rassasiés, nous soyons satisfaits aujourd'hui. Le patron de la cérémonie de dédicace, par ailleurs prédicateur du jour, s'est réjoui de la concrétisation de ce joyau qui permettra au peuple de Dieu de mieux posséder les nations. Le thème général de l'église de Pentecôte au niveau mondial, c'est posséder les nations, c'est-à-dire influencer le système du monde avec les valeurs et les principes du royaume de Dieu. Nous, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à être la lumière du monde et le sel de la terre. Donc, nous nous voyons, et c'est un appel que nous lançons à tous les fidèles, d'être avec cette structure et la structure comme cela, ça nous lance le défi d'être les agents de transformation de notre société.
Quant au président du comité de construction, des difficultés n'ont pas manqué, mais rassure le peuple de Dieu que des dispositions nécessaires ont été prises pour que cet édifice demeure longtemps. Par ailleurs, il félicite ses collaborateurs qui n'ont ménagé aucun effort pour soutenir la vision. Sentiment de joie, de satisfaction, vraiment de reconnaissance. Vous voyez, mes collaborateurs, c'est les membres du comité de construction, pour la disponibilité, le sacrifice, la générosité. En tout cas, c'est le lieu vraiment de rendre grâce à Dieu pour la vie de ces hommes que vous voyez, qui se sont investis sur tous les plans pour que nous voyions ceci. Dieu est la source de toutes choses, c'est pourquoi ce temple a vu le jour, affirme le président de l'église de Pentecôte au Burkina Faso. Dieu est la source de toutes choses. Les êtres humains, les finances, les objets, tous ne sont que des ressources. Si dit on a ce joyeux, c'est lui l'entrepreneur, c'est lui le constructeur, c'est lui le pourvoyeur, à lui la gloire au siècle des siècles, aux fidèles. C'est à la lumière de la parole que nous avons entendue là. Il faut qu'on soit conscient de la présence de Dieu d'abord dans la vie du croyant chrétien, parce que nous sommes l'habitation de Dieu. Et quand tu reconnais que Dieu est en toi, ton comportement, ton caractère, ta conduite, tu laisses Dieu te transformer à son image et se servir de toi pour impacter et influencer avec les valeurs morales et les vertus du royaume que tu as incarné. Donc c'est ce que je conseille aux fidèles, d'accepter la présence de Dieu et de vivre avec cette présence-là et positivement influencer notre société qui a besoin et qui languit, qui a besoin du salut. Rappelons que la majeure partie du budget a été financée par la mission de l'Église internationale au Ghana. D'autres projets de construction sont en cours, soulignent les responsables de l'Église. Également à cette cérémonie de dédicace étaient présents les responsables des dénominations, les autorités communales et coutumières. Hors de chez nous, l'inflation de la zone euro au plus haut depuis 13 ans, l'augmentation ces derniers mois des prix de gaz et de l'électricité explique cette forte progression. L'inflation dans la zone euro atteint son niveau le plus haut depuis 13 ans. Selon Eurostat, l'Office européen des statistiques, la hausse des prix est estimée à 4,1% ce mois-ci. Plusieurs raisons soutiennent cette tendance selon les économistes. La flambée des cours du gaz et de l'électricité, qui pourrait battre un nouveau record, explique en grande partie cette tendance. La question énergétique est très importante. Nous voyons que la moitié de l'inflation que nous rencontrons en Europe est causée directement par la hausse des prix de l'énergie, à la fois du pétrole et de l'augmentation récente des prix du gaz. Dans le même temps, nous voyons que les prix des biens ont commencé aussi à progresser, car les pénuries et les problèmes mondiaux de conteneurs ont entraîné vers le haut les prix pratiqués par les producteurs, qui se répercutent graduellement vers les consommateurs. Malgré l'augmentation de l'inflation, la Banque centrale européenne ne compte pas revoir sa politique de soutien à l'économie. La présidente de l'institution ne prévoit pas l'année prochaine une hausse des taux d'intérêt. Nous nous attendons à une augmentation de l'inflation à court terme, mais qui déclinera au cours de l'année prochaine. Autre chiffre publié par Eurostat, la croissance de la zone euro a progressé au troisième trimestre de 2,2%. Toutefois, la situation économique varie fortement d'un État membre à l'autre. Et parlons climat dans cette édition. Depuis l'espace, l'astronaute Thomas Pesquet livre ses inquiétudes pour la planète. Avant la COP26, l'astronaute français livre son constat sur les changements climatiques, inondations, incendies, tempêtes, des phénomènes extrêmes qu'il a pu observer depuis l'espace. À 400 km au-dessus de nos têtes, les astronautes de la Station spatiale internationale sont les observateurs privilégiés des merveilles de notre planète, mais aussi des dégâts environnementaux majeurs créés par les changements climatiques. Avant la COP26, le Français Thomas Pesquet livre ses observations et ses inquiétudes sur la multiplication des phénomènes extrêmes. Clairement, c'est
Les ouragans vus depuis l'espace et les feux de forêt, j'avais jamais assisté à ça, notamment lors de ma mission précédente, des feux de forêt d'une ampleur incroyable avec des volutes de fumée, des colonnes de fumée qu'on voit depuis l'espace pendant des jours et des jours et des jours. C'était impressionnant de se dire l'énergie qui était dégagée et les dégâts qui étaient évidemment provoqués pour les gens qui avaient la malchance d'être sur la trajectoire de ces incendies. 5 ans après son premier vol dans l'espace, Thomas Pesquet a retrouvé d'en haut une planète qui lui semble aujourd'hui encore plus fragile. La pollution des rivières ou l'érosion des sédiments le long des cours d'eau qui arrivent dans la mer et qui détruisent les terres arables en amont. La pollution de l'air, la fonte des glaciers, les coupes dans la forêt amazonienne, tout ça on l'observe depuis la station spatiale. L'astronaute français dit espérer une COP26 ambitieuse à l'écoute des experts avec des mesures contraignantes pour les pays. L'urgence, insiste-t-il, est de sortir du tout carbone et de donner la priorité aux énergies renouvelables sans gaz à effet de serre. Dernier axe de ce journal, un sommet du G20 ambitieux et sous haute sécurité à Rome. Eh bien, le G20 accueilli pour la première fois ce week-end à Rome. Personne, prospérité et planète, l'agenda est ambitieux pour les 20 dirigeants des plus grandes économies mondiales. Suivez. Personne, planète et prospérité, tels sont les 3 principaux piliers de l'agenda du G20 cette année. L'une des principales priorités sera de savoir comment réduire les inégalités engendrées par la pandémie de Covid-19 et comment accélérer la reprise économique mondiale tout en déployant des efforts concrets pour lutter contre le changement climatique. Ce sera le premier sommet du G20 que l'Italie accueillera. Les dirigeants de la Russie et de la Chine ne viendront pas, mais les autres se retrouveront au nouveau centre de convention Nuvola, dans le quartier romain de l'Eure. Le président américain est déjà arrivé. Il doit rencontrer le pape ce vendredi ainsi que son homologue français Emmanuel Macron et le Premier ministre italien Mario Draghi. L'hôte du sommet du G20, ancien patron de la Banque centrale européenne, suscite bien de l'intérêt aux États-Unis. Organiser le premier rassemblement physique des dirigeants des plus grandes économies du monde depuis le début de l'épidémie de Covid-19 n'est pas une mince affaire pour le gouvernement italien qui a déployé tout un arsenal sécuritaire. Samedi, lorsque le sommet des dirigeants du G20 commencera, il sera impossible de se tenir ici. Une zone de 10 km² sera délimitée autour du lieu de la réunion. La zone dite rouge, qui s'étend entre la Nuvola et le Palazzo dei Congressi, sera sous haute surveillance et sera constamment contrôlée par des hélicoptères, des snipers et des drones. Environ 2000 policiers et 500 soldats ont été déployés pour l'événement, non seulement pour sécuriser la zone, mais aussi pour surveiller tout autre site sensible, y compris les bâtiments gouvernementaux essentiels et les sièges des ambassades étrangères. Compte tenu de ce qui s'est passé ces derniers jours, les autorités italiennes craignent que de nouvelles manifestations contre le pass sanitaire ne deviennent violentes et que les rassemblements ne soient infiltrés par des agitateurs étrangers. Les services de renseignement italiens surveillent aussi l'activité en ligne sur les plateformes de médias sociaux pour vérifier si des groupes prévoient d'organiser des manifestations non autorisées. Seuls les rassemblements classés comme sûrs ont reçu le feu vert des autorités à condition qu'ils aient lieu loin des sites du sommet. Pendant toute la durée de l'événement, les contrôles aux frontières sont renforcés et une zone d'exclusion aérienne est en place au-dessus de la majeure partie de la capitale italienne. C'est sur ces notes très ambitieuses donc que nous mettons un terme à ce journal, dames et messieurs. Et c'est également la fin d'une semaine en votre compagnie. Nous sommes très heureux d'avoir passé cette semaine avec vous. On vous souhaite une excellente soirée, toujours en compagnie des programmes de la télévision de la famille. Rendez-vous est pris lundi pour d'autres actualités. Bon week-end à vous et que Dieu bénisse notre cher pays, le Burkina Faso. Bonsoir.